Voilà. D'accord, donc on était aux objectifs et on va passer à la phase suivante qui est de savoir ce on va voir. On va voir une introduction, une mise en contexte, relever les challenges de la recherche clinique en Afrique, les solutions potentielles, le résumé et puis par la suite les questions. Alors en introduction, je vais donner une définition globale de la recherche clinique, pas en termes de définition littérale qui est donnée dans les revues, mais en termes de ce que cela apporte. Donc la recherche clinique novatrice en Afrique au service de la santé de la population serait une ouverture d'un plus grand champ d'opportunités et de possibilités pour les professionnels de la santé, en plus de donner un espoir plus grand pour les patients face à certaines maladies rares ou complexes, où seulement la recherche clinique dans le fond est l'entrée à l'accès à un médicament pour régler ces problèmes-là. Mais on va chercher à comprendre qu'est-ce que c'est que la recherche clinique en elle-même. Donc ici, je donne quelques définitions retrouvées des bouquins scientifiques, dont celui du gouvernement du Canada et aussi du vocabulaire médical français, qui est défini comme la recherche clinique est une recherche effectuée sur l'humain afin d'améliorer les connaissances dans le domaine de la santé, notamment les connaissances sur l'effet des médicaments dans l'organisme. Et le vocabulaire médical français nous dit que la recherche clinique, pardon, est une démarche scientifique qui vise à obtenir des réponses rigoureuses aux questions que pose la médecine. Mais en vrai, il y a un aspect qui a été omis dans ces deux définitions qui revient à l'éthique et l'intérêt suprême du patient. Donc, on ne parlerait pas de recherche clinique si on ne parlait pas d'éthique, ni si on ne parlait pas de patient, parce que ce sont les deux entités qui régissent même toute la recherche clinique. Donc, on pourrait définir globalement la recherche clinique comme une démarche scientifique éthique, au cœur de laquelle l'intérêt suprême du patient est pris en compte pour répondre à une hypothèse médicale qui a fait des preuves précliniques sur la population malade concernée afin de trouver des solutions adaptées à son besoin en tenant compte de ses réalités, en créant un espoir à la guérison, à la vie, puis en faisant avancer la médecine. Donc, vous comprenez ici, en fait, que l'avancement de la médecine, bien que c'est un objectif de la recherche clinique, ça vient après avoir porter main forte, on dirait, au patient, après avoir mis le patient en avant. Donc, le patient est toujours en première ligne, puis par la suite, ça permet de faire avancer la médecine. Donc, elle est gouvernée en général par les ICH-E6 de la Déclaration d'Helsinki, qui régissent les bonnes pratiques cliniques, donc abrégé par ici BPC. Si on veut faire une mise en contexte, pourquoi je parle de recherche clinique en Afrique? Pourquoi je parle de recherche clinique novatrice en Afrique? On fait une mise en contexte et on prend un cas. Si on va, par exemple, avec le cas du cancer en Côte d'Ivoire, par exemple, en 2020, on avait 17 300 nouveaux cas qui ont été découverts, qui ont été enregistrés en cas de cancer général. Je ne donne pas de spécificité, mais je parle de cancer en général. Et on a enregistré 11 000 morts cette même année-là. La prévalence globale était de 305 000 cas, soit une perte en vie humaine de 36,05%, ce qui est énorme. Et la raison principale, en fait, de cette perte en vie humaine, c'était que le diagnostic était fait de manière tardive. Donc, du coup, on n'arrivait pas à appliquer tout le protocole, en fait, de soins qui permettrait de sauver efficacement les patients. Donc, face à cette problématique, en 2021 et 2023, il y a eu une nette amélioration dans les cas de diagnostic précoce parce qu'il y a eu des campagnes qui ont été mises en place afin de pouvoir détecter plus rapidement les cas de cancer et de pouvoir les prendre en charge rapidement. Donc, du coup, on a eu une nette amélioration dans les cas enregistrés. J'ai pas de chiffres malheureusement, mais on a eu beaucoup moins de morts dans les années 2021 à 2023 par rapport à 2020. Mais
Ce qu'on a constaté, c'est que même si on avait une amélioration des cas, les résultats attendus au vu de la littérature de certains médicaments qui sont utilisés dans le cas de prise en charge de cancer étaient rarement observés sur les patients. Donc, il y avait certes des améliorations, mais les résultats n'étaient pas disruptifs comme ceux auxquels on s'attendrait face à la littérature. Et on peut comprendre pourquoi. Je dis encore, on peut comprendre pourquoi, parce qu'en fait, la recherche sur ces médicaments sont faites sur des populations différentes, différentes de nos populations, aux différentes habitudes, à différentes géographies, différentes démographies, ce qui, normalement, a un impact dans le résultat ou bien dans le médicament qui sort par la suite. Donc, on peut comprendre qu'on n'a pas tous les résultats sur nos patients. Dans ces cas de situation, le protocole de prise en charge soutient que les patients participent à des études cliniques justement pour pouvoir aller en profondeur de leur cas et de pouvoir trouver des solutions beaucoup plus appropriées. Et là, on se retrouve face à un grand mur et une barrière à l'entrée. Une barrière à l'entrée, les barrières à l'entrée telles que le fait que les études cliniques ne sont pas disponibles sur le territoire et dans les environs, l'expatriation et la prise en charge pour les recherches cliniques dans les endroits où on en a sont très chers. Donc, du coup, c'est difficile de pouvoir prendre en charge tous les patients qui en ont besoin. Et on se retrouve face à des cas désespérés, on dirait. Et l'environnement réglementaire et clinique local n'est pas encore totalement propice à la recherche clinique, d'où les challenges qu'on a par rapport à la recherche clinique dans nos régions. Alors, pour ce faire, il faut bien sûr songer à y remédier parce que s'il y a un problème, il faut une solution et pour prendre soin effectivement de la santé de nos populations. Gérer efficacement les cas de cancer qu'il faut faire, mais il est aussi important de pouvoir emmener la recherche clinique dans nos régions afin de pouvoir prendre en charge plus rapidement le patient lorsqu'on se trouve face à des cas qui dépassent les limites en fait des protocoles de prise en charge qu'on a. Et c'est nécessaire que les médecins et les acteurs de la santé soient prêts, du coup, à accueillir ces études cliniques-là et les mener à bien avec des données valides, justement, pour que les résultats puissent être utilisés pour améliorer les médicaments, pour prendre en compte, en fait, les besoins spécifiques de la population dans laquelle nous nous trouvons. Donc, définitivement, on peut voir ici que c'est un pari gagnant-gagnant, autant pour le professionnel qui se déploie dans d'autres environnements comment on dit ça, de sa carrière, de son application, et le patient qui se retrouve face à une solution qui n'existait quasiment pas pour lui, en fait. Donc, c'est un pari gagnant-gagnant. C'est vrai qu'ici, on prend le cas du cancer, mais c'est aussi valable pour les maladies non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires en hématologie et tout, qui présentent aussi de gros risques de cas de perte en vie humaine. Donc, comme je le disais, c'est définitivement un pari gagnant-gagnant de pouvoir songer à inclure dans nos démarches la recherche clinique. Alors, on se poserait la question, mais si on se rend compte qu'on a toutes ces barrières à l'entrée, tous ces problèmes, comment se fait-il qu'il n'y ait toujours pas de recherche clinique novatrice locale en Afrique? Encore, je veux juste rappeler ici, lorsque je parle de recherche clinique novatrice locale, c'est vraiment de pouvoir adapter la recherche clinique aux besoins spécifiques de la population, vraiment des cas qu'on retrouve, des problèmes spécifiques qu'on retrouve en ce moment-là, d'adapter nos recherches cliniques à ces problèmes-là afin de trouver des solutions et d'améliorer l'espérance de vie en fait de nos populations à la fin. Ainsi, ça nous emmène à savoir quelles sont les raisons, donc les challenges en fait de la recherche clinique novatrice en Afrique de l'Ouest. On pourrait
classer ces challenges-là selon le concept RET, que j'ai nommé RET, R qui vient pour réglementation. La recherche clinique ne peut se faire sans une réglementation, comment on va dire ça, une réglementation pointue. Donc, la réglementation pour la recherche clinique demande d'avoir un comité d'éthique de recherche clinique, donc de Research Ethic Board ou de Institutional Review Board, donc communément appelé dans le jargon de la recherche clinique IRB et le REB. Euh, c'est fondamental. Il ne peut pas avoir de recherche clinique sans ces comités indépendants-là, qui sont ceux qui évaluent les protocoles, qui évaluent la pertinence du projet et donnent leur accord pour que la recherche clinique ait lieu. La réglementation inclut également l'Office national de santé, donc ça va concerner chaque pays. Dans chacun des pays, l'Office national de santé est comme un peu le registre, ou bien le, la réglementation suprême en fait du pays qui vient en plus des bonnes pratiques cliniques, qui vient en plus des ICH-E6 pour donner leur accord pour que la recherche clinique se fasse dans le pays. L'investigateur de recherche. On a bien compris que l'investigateur de recherche est qu'une personne clé dans la recherche clinique qui doit être présente, qui doit avoir une connaissance pointue dans la spécialité pour laquelle la recherche clinique est faite, qui doit avoir généralement, idéalement, une expérience dans la recherche clinique, mais une expérience vient avec une première recherche clinique. Donc, ça, c'est pas vraiment le gros problème. L'important ici, c'est vraiment de s'y connaître dans les réglementations de la déclaration d'Helsinki et du ICH-E6, dont les bonnes pratiques cliniques, de savoir comment se déroulent les recherches cliniques, se familiariser avec les protocoles, avoir une équipe justement qui est prête pour pouvoir recevoir une recherche clinique. Et c'est là que souvent on se bute à un problème parce que les équipes souvent ne sont pas totalement formées pour pouvoir prendre en charge une recherche clinique. Une recherche clinique en truc. Après, il y a le consentement à la recherche. Donc, comme je disais au début, il n'y a pas de recherche clinique sans patient. Et l'un des aspects vraiment très importants dans la recherche clinique, c'est le consentement éclairé et libre du patient. Donc, c'est vraiment important, ça fait partie de la réglementation de pouvoir avoir un consentement éclairé du patient qui a compris l'objectif de la recherche, qui lui a été expliqué de manière très simple, qui a compris et qui donne son accord pour participer à la recherche. Donc, ça fait partie des éléments qu'il faut avoir en fait pour qu'une recherche, pour qu'une étude soit validée. Donc, voilà, et la bonne connaissance, comme je disais, des bonnes pratiques cliniques qui se retrouvent dans le ICH-E6. Après la réglementation, le deuxième élément qui constitue un challenge en fait pour la recherche clinique dans nos régions, c'est l'environnement de recherche. C'est important d'avoir une opinion publique qui est assez favorable à la recherche clinique, d'où l'importance de sensibiliser la population, qu'ils comprennent le rôle de la recherche clinique, son importance et tout. Donc, l'opinion publique locale est importante sur la recherche clinique pour que cela puisse être mené à bien dans une localité bien ciblée. L'observation de l'éthique. L'observation de l'éthique est ce qui permet de faire valider une étude clinique. Si on se rend compte à un moment que un consentement, par exemple, un patient a été forcé à être dans l'étude ou que, par exemple, il y a eu trop de déviations au protocole ou par exemple, que, il n'y a pas de suivi ou bien que les règles ou bien les recommandations données par rapport aux promoteurs pour la recherche clinique ne sont pas suivies, ça invalide automatiquement la recherche clinique. Donc, c'est très important l'observation de l'éthique et de connaître l'ampleur que cela peut avoir sur la recherche clinique. Et une recherche clinique a été menée de fond en comble et à la fin ne peut pas être utilisée pour une publication ou pour en faire sortir un médicament. C'est vraiment comme beaucoup de gaspillage, beaucoup de waste. Et ça va faire que bon, les promoteurs seront réticents à poursuivre d'autres recherches cliniques. Donc, c'est très important l'observation de l'éthique et l'équipement pour la recherche clinique qui souvent, puisqu'on n'est pas encore totalement habitué à ça, ça manque dans nos hôpitaux. Je veux juste rappeler que la recherche clinique n'a pas besoin d'être forcément dans des hôpitaux
institutionnelle ou étatique. Bien sûr que ça se fait autant dans les hôpitaux institutionnels, mais ça se fait aussi avec le privé, étant donné qu'on puisse respecter les différentes règles de la recherche clinique. D'où le fait de parler, d'où cette masterclass pour pouvoir éclairer sur ces différents aspects. Le troisième élément de challenge que j'appelle le T revient ici au type de recherche. Donc, on a remarqué une observation générale que les études cliniques actuelles qu'on retrouvait sur le territoire, dans la région, semblaient être les mêmes depuis des décennies. Donc, les recherches cliniques qui sont vraiment basées sur les cas de maladies infectieuses comme la malaria, la typhoïde et autres. Je ne dis pas que c'est important d'autant plus que nous sommes assez concernés par ça et c'est en Afrique qu'on a le plus gros taux de prévalence de ces maladies-là. Mais on se rend compte aussi qu'avec l'évolution de la population, l'évolution des choses, d'autres maladies on qualifierait de plutôt silencieuses affectent beaucoup la population, comme entre autres les maladies cardiovasculaires, les maladies, le cancer par exemple, dans le cas de l'oncologie. Donc, si nos recherches ou nos pratiques ne sont pas adaptées à ces cas-là, on fait, on, on vient en fait, comment dire ça, ne pas pouvoir, on n'est pas capable en fait de pouvoir maintenir la bonne santé de nos populations qui souffrent de ces maladies-là, qui deviennent de plus en plus nombreuses. D'où le fait de pouvoir faire venir justement les recherches cliniques euh, qui vont pouvoir vraiment cibler ce genre de maladie-là et puis permettre que les médicaments qui sont utilisés pour prendre en charge ce genre de maladie soient vraiment adaptés non seulement à notre environnement, à nos températures, à nos régions, au type de patient qu'on a, vu son alimentation, vu sa position géographique et tout, qui peuvent être différentes de d'autres pays en fait. Donc, c'est vraiment ce on a remarqué et on a vu que la plupart des études, en plus, qui se sont répétitives, qu'on a l'impression qu'ils sont répétitifs, sont plus des études de phase 4. C'est-à-dire que l'étude est déjà faite et par la suite, euh, le médicament est déjà donné en fait à la population et on regarde, on observe juste comment la population réagit au médicament. Or, pour pouvoir avoir une plus grande avancée justement sur la prise en charge de nos populations, c'est important de pouvoir embarquer dans la recherche clinique à la phase 3 au minimum. Et même si ce sont les médicaments qui sont déjà mis sur le marché, bah, la phase 3 ça nous permet de pouvoir relever justement les problèmes et les améliorations qui doivent être faites afin que les médicaments soient améliorés pour que cela soit beaucoup plus adapté à la population. Après, il y a le besoin, on remarque aussi comme problème le besoin évolutif de la population ne sont pas toujours pris en compte. J'en ai déjà un peu parlé du fait qu'il y a beaucoup de maladies qui ont surgi ces derniers temps qui ne sont pas totalement pris en compte dans le protocole où en fait on essaie plusieurs médicaments et pour pouvoir justement prendre en charge le malade, alors que on peut vraiment aller avec un protocole de recherche qui est quand même déjà assez ciblé et avoir des meilleurs résultats comme l'annonce la littérature en fait. Donc voilà un peu les challenges qu'on peut rencontrer face à la recherche clinique. Ils peuvent être nombreux, mais ce sont les principaux en fait qui ont été relevés qui, s'ils sont adressés, euh, pourraient faciliter en fait le fait de pouvoir faire la recherche clinique dans nos régions. Donc, ce qui nous emmène ainsi aux solutions potentielles pour relever ces challenges. Là, les solutions sont vraiment données pas par rapport à un challenge particulier, mais par rapport à l'ensemble des challenges. Donc, comme on l'a dit, la réglementation est un pilier à la recherche clinique. Sans réglementation pointue, il n'y a pas de recherche clinique. Donc, c'est important de pouvoir réorganiser la réglementation. C'est important de pouvoir favoriser dans le cercle gouvernemental de nos pays, de pouvoir être impliqué en fait dans les décisions santé pour favoriser justement la mise en place de comités qui pourraient être
qui pourrait se pencher sur le cas des recherches cliniques afin de pouvoir donner l'accord de la mise en place des recherches cliniques dans nos régions. Ce serait important aussi de pouvoir collaborer avec les RB, les Research Ethics Boards centraux qui existent déjà dans les pays qui ont déjà développé la recherche clinique, comme les pays de l'Afrique de l'Est, comme le Kenya, la Tanzanie, ont de plus en plus développé la recherche clinique et ça se fait de plus en plus de manière fréquente. Donc, l'une des solutions serait vraiment de collaborer avec ces comités d'éthique centraux qui chapeautent en fait plusieurs sites d'études cliniques afin de pouvoir suivre l'étude de manière réglementaire en tant qu'un comité d'éthique indépendant. Donc, ça se fait également au Ghana et tout, et on pourrait avoir beaucoup d'avantages à pouvoir collaborer avec eux. Ce serait important de se pencher à augmenter notre connaissance et l'application de la réglementation nécessaire pour être qualifié comme investigateur de recherche. Ici, je ne le donne pas en détail. Par contre, je pourrais donner plus tard des références qui pourraient nous aider à pouvoir connaître les différents aspects. Entre autres, ce qui s'apprend d'abord de pouvoir être un médecin pour être un investigateur de recherche, de pouvoir avoir une spécialité pour laquelle la recherche clinique est demandée. Donc, comme je parle, par exemple, là, je donne l'exemple du cancer, donc je prendrai l'exemple d'un oncologue, mais ça peut très bien aussi s'adapter à un cardiologue et ainsi de suite selon le secteur thérapeutique qui est mis en avant. Donc, de pouvoir avoir une spécialité par rapport à la recherche clinique qui doit être faite, de pouvoir avoir le temps, puisque la recherche clinique est à la charge de l'investigateur. Bien qu'il aura une équipe à qui il pourra déléguer et tout ça devrait être noté, c'est lui qui a la responsabilité finale de la recherche clinique qui se fait sous sa coupole. Donc, ce sont ces petits éléments-là, ainsi de suite, et aussi d'avoir le personnel en fait nécessaire pour ça. Ce qui est bien, c'est que lorsque une recherche clinique est sponsorisée par un promoteur, ce sont des négociations qui peuvent être faites justement pour pouvoir favoriser cela. Et c'est sûr qu'en Afrique, on a un challenge différent des pays de l'Amérique du Nord et de plus en plus les promoteurs des études cliniques savent ces challenges-là et sont vraiment willing à à vouloir pénétrer le continent africain. De plus en plus, il y en a. Ça a commencé depuis 2021, où il y a beaucoup plus d'études qui viennent sur le continent. L'Afrique du Sud est le premier. C'est maintenant étendu vers l'Afrique de l'Est, mais nous sommes encore en marge en Afrique de l'Ouest et il faut vraiment se positionner pour pouvoir être parmi les pionniers à pouvoir faire ces changements-là, justement, dans la santé de nos populations. Comme je le dirai jamais assez, de favoriser l'éthique en tout point, dans nos manières de travailler, dans les rendus de comment on dit ça, de la recherche, des résultats, de comment informer les patients et tout. C'est vraiment de favoriser l'éthique en tout point parce que c'est ce qui va permettre aussi à rassurer les promoteurs de recherche clinique. Il faut intégrer la formation sur la recherche clinique dans les approches académiques pour favoriser des personnes qualifiées locales. On se rend compte que dans les cursus académiques, on est souvent dirigé comme on ne parle pas vraiment de l'ampleur de tout ce qu'un médecin peut faire, de l'ampleur de tout ce qu'un pharmacien peut faire, de tout ce qu'un infirmier peut faire. Donc, ce serait bien de pouvoir étoffer nos processus académiques également afin de pouvoir toucher tous ces aspects-là et donner une opportunité de carrière plus grande selon les affinités et les besoins de chaque professionnel de la santé. Donc, c'est une opportunité d'une ouverture sur le rôle de pharmacien, de médecin ou de tout professionnel de la santé. L'une des solutions également, ce serait d'éduquer les patients et la population à la recherche clinique en leur laissant le libre choix. Donc, c'est sûr que la communication serait de mise afin que les populations que nous rencontrons, les patients que nous rencontrons, puissent savoir les biens fondés de la recherche clinique parce qu'il y a une pensée populaire qui dit que les recherches cliniques, c'est d'utiliser les gens comme des cobayes et tout, qui n'est pas vrai, qui n'est pas vrai. euh,
Donc, c'est vraiment de pouvoir éduquer la population et les patients sur ce qui pourrait être un avantage. C'est sûr qu'à la fin, c'est à eux de choisir de participer ou de ne pas participer, mais c'est vraiment de pouvoir communiquer afin de pouvoir que les personnes soient à l'aise avec ce que c'est que la recherche clinique. Parce que si la population, l'environnement n'est pas à l'aise avec, c'est sûr que c'est une grosse barrière à l'entrée. Il faut favoriser la collaboration entre les investigateurs, donc entre les différents professeurs, entre les différents médecins, pharmaciens et tout, favoriser la collaboration parce on est sûr que c'est plusieurs cerveaux qui viennent avec de meilleurs résultats, d'où ce que RIM a fait, de pouvoir fusionner plusieurs cerveaux justement afin de pouvoir avoir un plus grand impact sur la santé en général en Afrique. Donc, c'est important de favoriser la collaboration et de créer un lobby pour influencer le type de recherche important et nécessaire pour améliorer la santé de la population. Quand je parle de lobby ici, c'est vraiment de pouvoir avoir des personnes, des key opinion leaders, comme se dit, les leaders d'opinion, en fait, dans le domaine de la santé, qui pourront envoyer des preuves et des faits marquants, par exemple, sur la prévalence ou bien les taux de mortalité ou les cas les plus apparents, en fait, qui sont la cause peut-être de perte en vie humaine et tout de pouvoir défendre en fait la cause d'un certain, d'une spécificité, d'un champ thérapeutique justement, afin de pouvoir se faire entendre et aussi influer les promoteurs à venir pour financer ou pour accompagner dans ce type de recherche clinique-là qui vont aider à la fin non seulement les patients et les promoteurs aussi à avoir des données probantes en fait sur la population africaine qui est beaucoup plus, qui est très nombreuse et qui pèse dans la balance mondiale. Et c'est vraiment de pouvoir se positionner comme key opinion leader, des opinions de leader et s'impliquer dans le système de décision de santé de son pays. Donc, chacun à son niveau doit être concerné par le système de décision de santé. C'est vrai que peut-être ça peut ne pas être facile, mais en ayant des key opinion leaders, ça permet de pouvoir intégrer plus facilement les systèmes de décision et de pouvoir donner plus de lumière et plus de place à la recherche clinique. Donc, voilà un peu les différentes solutions qui pourraient aider à relever ces challenges qu'on a vus auparavant. Donc, en résumé, je dirais que être actif, être un acteur actif dans la recherche clinique novatrice en Afrique de l'Ouest, c'est un pari autant gagnant pour le professionnel de la santé que pour le patient. On peut le voir clairement, en fait. C'est vraiment un pari gagnant autant pour le professionnel de la santé que le patient. Et cela ouvre une panoplie en fait d'opportunités de carrière pour le professionnel de la santé et une opportunité d'accès à la médication pour des maladies rares et graves pour le patient. Et ça permet également, je ne l'ai c'est pas écrit ici, mais ça permet également, par exemple, pour les personnes qui ont des revenus très très faibles, qui ne peuvent pas forcément se procurer les médicaments tout de suite, de pouvoir avoir accès à une solution en fait pour des cas qui sont souvent désespérés. Donc, ça permet de pouvoir avoir une solution en première à ça. Après, quand je dis une solution, c'est sûr qu'en étant en recherche, on n'a pas encore un médicament définitif, mais les études précliniques nous permettent de savoir qu'est-ce que cela peut faire déjà. Et c'est une manière justement de pouvoir s'assurer que le médicament est vraiment valide et ça donne aussi une chance de pouvoir avoir accès à la médication en première. Donc, c'est sûr que cela permet d'être outillé pour le développement de nos inventions médicales locales parce qu'on en a assez, on en a beaucoup. Et en étant vraiment bien rodé dans la recherche clinique qui se fait de manière conventionnelle, cela peut être appliqué après au niveau local afin de pouvoir développer nous-mêmes nos molécules et aller de l'avant. Et j'aimerais terminer avec cette phrase pour dire qu'il ne faut pas oublier que celui qui innove avec éthique conquiert. Donc, c'est important de pouvoir se positionner en tant que conquérant pour mener à bien cette mission qu'on a d'améliorer la santé de la population en général.
Donc, ceci étant, cela m'a fin à ma présentation et aujourd'hui, je serai ouverte aux discussions et questions. J'espère que cela vous a permis de pouvoir comprendre des choses. Si vous le saviez déjà, merci. Si vous ne le saviez pas, ça vous a permis de découvrir quelque chose. Et voilà, je serai ouverte à toutes vos questions et je vous redonne la parole. Merci, Merci beaucoup à vous, docteur, pour cette brillante présentation. merci. Nous allons passer à la deuxième phase, la phase des questions-réponses. Et je prie toute personne qui aimerait en savoir davantage, qui aurait peut-être des préoccupations ou encore des apports, de bien vouloir lever la main et on se fera le plaisir de vous donner la parole. Il semble que tout est bien clair. Apparemment, Bon. je pense que c'était assez clair en tout cas. Super, ben, ça fait plaisir alors. Donc, mais n'hésitez pas, si jamais il y a des questions qui surviennent par la suite, je serai disponible à pouvoir répondre à vos questions. C'est sûr que je suis présente sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn en particulier, mais toute question qui venait d'y être ou Rema aussi, ce sera un plaisir pour moi d'y répondre et puis d'apporter des clarifications si besoin est. D'accord. Et moi, j'ai une préoccupation. Allez-y. Ma seule question est de savoir quel a été votre parcours. Ok, d'accord. J'ai eu un parcours assez simple, je dirais. Donc, à la base, comme tout le monde, j'ai fait comme un bac scientifique quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et j'ai étudié la pharmacie en Inde. Donc, j'ai étudié la pharmacie, le bachelor en pharmacie. Donc, c'est là que j'ai obtenu mon diplôme de pharmacien. Et par la suite, j'ai fait une maîtrise en développement du médicament. Donc, la maîtrise en développement du médicament avec pour option la recherche clinique qui permettait de pouvoir aller au travers de tout le processus de la recherche clinique du développement du médicament en passant par les côtés réglementaires jusqu'à la partie chimie et fabrication et la mise en marché des produits. Et par la suite, je me suis orientée plus dans la recherche clinique et ce qui me faisait vibrer le plus. Voilà, je travaille beaucoup dans la réglementation avec les investigateurs pour leur permettre de pouvoir être prêt pour la recherche clinique, parce qu'avant toute recherche clinique, il y a une phase de démarrage. Et moi, je travaille vraiment au démarrage avec les investigateurs pour leur permettre de pouvoir être prêts pour la recherche clinique et leur donner le OK pour commencer à proprement parler la recherche clinique. Donc, voilà un peu ce autour de quoi se base mon parcours et ce que je fais en ce moment. C'est vrai que j'ai d'autres choses qui sont pas de la recherche clinique, mais si on veut se baser, se focaliser sur ça, je dirais ça comme ça. Voilà. Mais c'est un plaisir en tout cas de connaître votre parcours qui pour vous est peut-être simple, mais bon, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a Je une pense qu'il y a une... personne qui a levé la main. J'ai vu Oui. iPhone, donc vous avez la parole. Mhm. Bonsoir. 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 Merci, docteur. Merci, docteur, pour cette présentation. Je Merci. suis Nana Nadège du Burkina Faso. Enchantée, Je Nadège. voudrais, sa- je voudrais savoir quel conseil avez-vous à donner à une étudiante en pharmacie en Afrique de Mhm. l'Ouest ici et qui veut se lancer vers la recherche clinique. Et c'est une très, très belle question, parce que je sais que ça trotte souvent dans plusieurs têtes. Ça va être la formation, la première chose. Donc, c'est déjà bien de savoir que c'est ce qui vous intéresse. Et pendant que même vous êtes dans le domaine de la pharmacie, c'est vraiment d'abord de vous informer sur l'environnement de la recherche clinique, mais de pouvoir baser, je vais dire,
vos études, je vais dire, je dois dire supérieures ou vos études post-pharmacie dans le développement de médicaments. Souvent, on a des formations qui se donnent sur le Clinical Research Associate. J'ai pas la signification en français, je suis désolée, mais ça s'appelle CRA, qui est généralement une bonne porte d'entrée en fait pour tout professionnel de la santé qui veut rentrer dans la recherche clinique. Ça lui permet de pouvoir avoir les yeux directement sur la recherche clinique qui se fait, de comprendre les protocoles et les différentes comment dire ça, les différentes étapes du suivi de la recherche clinique. Et ça ouvre des opportunités pour devenir par la suite, si c'est ce qui intéresse, scientific advisor. Donc, là où vous parlez scientifiquement d'une molécule à d'autres médecins prescripteurs et tout. Donc, il y a plusieurs aspects de la recherche clinique. Il va falloir savoir là où on veut être. Il y a de la réglementation dans la recherche clinique. Il y a la recherche clinique à proprement parler. Il y a les conseillers scientifiques. Je pense que c'est un peu ça la traduction en français. Donc, scientific advisor ou après, bon, il y a aussi les commerciaux là-dedans. Donc, c'est vraiment un endroit vaste par rapport à ça. Et puis, voilà un peu quoi. Je sais pas si ça répond à votre question. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Et puis par la suite, vous pouvez toujours aussi me contacter. Si vous avez des questions spécifiques sur où est-ce que vous Mm. voulez partir, je pourrais vous orienter par rapport à ça. Merci beaucoup, docteur. Pas de quoi. Je pense qu'il y a une autre main levée. Oui, il y a une Oui, deuxième main levée aussi. euh, merci, docteur, pour votre présentation, votre brillante présentation. Merci à vous. Moi, c'est docteur Mane, je suis médecin et je suis chercheur en PhD. Mhm, Votre présentation m'a étonnamment intéressé et j'ai vu les points que vous avez mis en avant. mhm, Et ma question est ceci. En fait, ce que j'aimerais comprendre plus, c'est qu'en Afrique, comme mhm, en Inde, en Asie, mhm, nous avons mhm, la faune qui est très développée. La mhm, végétation est développée. mhm, Et on voit plus avec la médecine que les médicaments sont plus développés par les Asiatiques qu'en Afrique. Et sur mhm, ce point, on a un problème pour développer les médicaments traditionnellement améliorés, les MTA. Maintenant, mhm, ce qu'on fait, surtout dans la phase de démarrage, dans la phase de démarrage de la recherche, on est là, on veut tester, par exemple, disons, je prends un exemple, une plante que tout le monde connaît, disons, on peut voir le bêta-cola, comment ça agit sur l'hypertension artérielle. On teste, on voit que ça relâche, que ça a des propriétés vasodilatatrices et tout, mais on s'arrête là. Et maintenant, là, on publie nos études. Si on publie, et les Indiens savent que tel médicament a cette capacité d'entraîner une vasorelaxation, ils vont continuer les recherches. À un moment donné, ils développent ces médicaments qu'ils vont vendre et mettre dans le marché dans 20 ans, dans 30 ans. Et mhm. mon problème sur ça est que qu'est-ce qu'on gagne réellement dans ça? Si on fait une étude, on met de l'argent, on publie, on s'arrête là. Quels sont les moyens pour pouvoir pousser le bouchon plus loin, arriver à développer nos médicaments, à être autonomes? Merci. Merci à vous pour votre question. Je pense que c'est la question un peu que tout le monde se pose et c'est une très belle question. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir que la recherche clinique, c'est beaucoup d'argent. Exact. C'est beaucoup d'argent et ça prend, c'est soit vraiment tu as le financement pour le faire, soit on part en collaboration ou on part en association. En général, vous allez voir que les personnes qui font beaucoup plus la recherche clinique, ce sont des laboratoires de recherche qui ont, on va dire, le financement, l'investissement pour ça. Le problème avec nos produits, c'est pas qu'ils sont pas bons, ils sont très bons, mais sauf que pour pouvoir aller loin dans la recherche, pour pouvoir avoir des phases probantes, ça prend de poursuivre la recherche, ce qui demande beaucoup de financement. On a découvert que oui, il y a un effet sur l'hypertension. Là, on n'est pas encore en clinique. Là, on est en préclinique. On n'est même pas encore à la phase clinique. Donc, il y a plusieurs étapes après la préclinique. On va découvrir des affaires qui vont rentrer dans la brochure d'investigateur qui va parler du produit. On va extraire la molécule. Et maintenant, c'est cette molécule-là qu'on va travailler, la mettre dans sa forme utilisable pour l'humain et maintenant tester maintenant sur l'humain. Parce qu'on peut avoir quelque chose qui marche très bien
en dehors, mais à l'intérieur, il y a d'autres il y a d'autres interactions qui se font. Donc, c'est pour ça qu'on teste par la suite la molécule qui a eu un effet préclinique maintenant sur le malade afin de voir comment il réagit par rapport à ça. C'est sûr que chacun est différent, donc on aura un malade qui va réagir différemment d'un autre malade, mais justement, c'est avec la population, avec l'échantillon de population qui est utilisé qu'on est capable de pouvoir tirer des résolutions, des résultats en fait de cela. Donc, pour ne pas que nos molécules se retrouvent sur le marché et que ce soit d'autres personnes qui le poussent, c'est vraiment qu'il y a un investissement dans la recherche. C'est vraiment qu'il y a un investissement dans la recherche pour aller jusqu'au bout. Une recherche clinique normalement poussée peut prendre jusqu'à 20 ans. C'est vrai qu'avec la COVID, on a vu que les choses étaient très, très rapides. Et là, on s'est posé beaucoup de questions. On a sûrement vu qu'il y a eu des scandales qui sont sortis aussi par ça. Parce qu'une recherche clinique ne se fait pas en 2 ans. Il y a plusieurs étapes à aller par rapport à la recherche clinique. Et la phase clinique est pratiquement la dernière phase, en fait, qui est faite avant que le médicament soit sur le marché. Donc, lorsque le développement est fait, après, vraiment, je dirais que c'est le financement qu'il faudrait et les bonnes collaborations, les bonnes associations, les bons partenariats pour pouvoir aller jusqu'au bout, à moins que les gouvernements veulent prendre en charge même la recherche et aller jusqu'au bout. Mais bon, on sait que c'est pas forcément toujours comme ça. Donc, malheureusement, c'est ce que je peux dire sur la chose. C'est pour ça que je parlais de collaboration. C'est bon de se mettre ensemble pour avoir une voix plus forte et être plus fort en fait pour avancer. Je sais pas si ça répond un peu à la question, mais bon. Je vois. En tout cas, je vois. La réponse est correcte. Et j'ai bien compris. En fait, il faut une Merci. collaboration, mais il faut plus un investissement. Donc, c'est ce que j'ai retenu en tout cas. Merci Super. pour les éclaircissements. Pas de quoi. Je sais que le docteur ne s'est pas présenté, mais je suis sûre que c'est le Sénégal. Oui, 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 c'est ce que je oui. veux C'est le dire. Sénégal. C'est le Sénégal. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations. Je vais demander à ceux qui ont déjà posé des questions de bien vouloir supprimer leur levée de main. Me permet de suivre. Je pense qu'il n'y a pas autre question. Si on n'a pas d'autres, je vais vous demander alors de nous dire votre mot de fin pour la communication d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette partie, mais bon, je vais dire quelque chose. Alors, d'abord, je suis vraiment très heureuse d'avoir passé ce moment avec la communauté RIMA. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là aujourd'hui et je suis vraiment ravie de votre écoute, de votre intérêt par rapport à la chose. Et si je dois dire quelque chose en ce qui concerne la recherche clinique, c'est ce que j'ai dit dans ma présentation. C'est important que le fait d'innover de manière éthique et de se mettre ensemble nous permettent de conquérir. Donc, c'est important de pouvoir penser à cela et de pouvoir être des précurseurs, en fait, pour améliorer la santé de nos populations avec ce qu'on a déjà, mais l'améliorer et l'adapter à nos populations. Donc, j'espère que chacun de nous trouvera la graine en lui pour mener ce combat à bien afin que finalement on puisse faire rayonner en fait la médecine et la santé dans notre environnement. Donc voilà ce que j'avais à dire et merci beaucoup Arima de m'avoir avec vous. Et merci à vous aussi d'avoir partagé avec nous cette belle, brillante présentation. Et merci d'avoir aussi partagé un peu de vous avec nous. C'est un Je vais plaisir. profiter pour annoncer le prochain webinaire qui est la prise en charge de l'hypertension artérielle. Ce cours sera fait par une enseignante qui nous vient du Burkina Faso et qui a des origines du Sénégal. Donc, c'est la petite gagne. C'est Donc, ça. voilà, je nous souhaite à tous Ah une oui. très belle soirée. Si, Et si je oui, peux, je vous écoute. j'ai oublié de Allez-y. dire que je suis d'origine ivoirienne. Donc voilà. Quand on a vu Je le suis de la Poitiers, là, on Côte s'est dit d'Ivoire. certainement c'est la Côte d'Ivoire. Oui, je suis ivoirienne. Donc c'est ça. Ben, d'accord, c'est bien compris. Donc c'est ça. Il y a mon collègue qui vient Mhm. d'envoyer dans la messagerie un message qui partage avec vous
notre interface Rema Learning. Rema Learning est une interface de Rema qui vous permet de pouvoir retrouver tous les cours ou encore tous les webinaires que nous avions faits, que nous faisons de façon hebdomadaire et parfois plusieurs fois une semaine. Et donc, ces cours sont disponibles sur cette interface. Vous avez la possibilité de resuivre le replay, de pouvoir avoir la documentation gratuitement, mais également de pouvoir obtenir des attestations après avoir répondu à quelques petites questions. Et 60% de bonnes réponses vous permettent d'avoir l'attestation selon les modalités qui seront inscrites. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une très belle soirée, un très bon week-end et on se dit à samedi prochain. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine.